Bonjour à tous et bienvenue sur ce plateau d'Église du Monde. Cette semaine, nous partons au Tchad où il s'est passé beaucoup de choses ces derniers temps. Terre d'Afrique centrale méconnue il y a encore quelques mois, le Tchad fait désormais régulièrement la une de l'actualité. Une tentative de coup d'État fin janvier, un scandale humanitaire avec l'Arche de Zoé, on s'en souvient, c'était en décembre dernier. Et puis bien sûr, le Darfour. Le Tchad accueille des milliers de réfugiés de cette région du Soudan voisin. Je vous propose donc de décrypter cette actualité du point de vue de l'église locale, une église jeune qui a un peu plus d'un siècle mais dont l'influence est importante dans ce pays majoritairement musulman. Avec moi sur ce plateau, un journaliste, Thibaut Maillot, bonjour. Bonjour. Vous avez signé un dossier sur l'église du Tchad dans la revue Peuple du Monde et puis surtout vous avez été chargé de communication pour la Caritas à Abéché dans l'est du Tchad, à une centaine de kilomètres de la frontière du Darfour, c'est ça? Exactement, oui. Le Tchad est un pays qu'on connaît assez peu finalement, même si on en parle beaucoup depuis 2-3 mois maintenant. Quel est le paysage religieux du pays? C'est un pays où l'islam est majoritaire, mais légèrement majoritaire, et sinon le reste de à peu près 40% de la population, plutôt la population du sud, est chrétienne, partagée à peu près à égalité entre les églises protestantes et l'église catholique. L'église catholique est bien vue dans le pays? L'église catholique est bien vue dans le pays. De manière générale, les églises chrétiennes sont bien vues parce qu'elles sont arrivées, elles ont commencé à œuvrer sur plutôt des domaines sociaux, des domaines d'éducation, de santé, quand elles sont arrivées il y a à peu près 100-150 ans. Donc elles sont bien vues aujourd'hui, et puis leurs représentants, leurs principaux représentants, notamment pour l'église catholique, ont une notoriété et une assise locale assez conséquente. Oui. On peut parler d'une église locale importante aujourd'hui où il y a encore beaucoup de missionnaires? C'est assez partagé. Il y a encore une influence missionnaire très importante, mais l'église locale est en plein développement et c'est certainement à terme l'église locale qui va prendre le pas. Est-ce qu'on peut dire, on voit des photos justement de cette église tchadienne, est-ce qu'on peut dire qu'elle se porte bien, cette église du Tchad? On peut dire qu'elle se porte bien. Moi, j'ai surtout connu en fait l'église de l'Est, c'est-à-dire l'église d'Abéché des environs, qui est une église un peu particulière dans le paysage du Tchad parce qu'elle est vraiment immergée dans l'islam. Mais de manière générale, l'église du Tchad se porte pas trop mal. Alors, on va voir une photo de catéchumènes. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce que beaucoup de baptêmes au Tchad? Il y en a, disons, c'est par session annuelle, et il n'y a pas de baptême d'enfants, il y a surtout des baptêmes de catéchumènes. Donc là, en l'occurrence, c'est à Pâques. Il y en a une trentaine, il y a une vraie démarche. Alors c'est difficile parce que le parcours de catéchuménat dure 5 ans. Il y a très peu de prêtres quand même, surtout sur la partie Est, où il y a un prêtre pour un territoire qui est immense, qui fait la moitié de la France. Donc le parcours de catéchuménat est long, et il y a quelques personnes qui arrivent à son terme, mais les chiffres ne sont pas très conséquents si on les prend vu d'ici, mais enfin pour la population locale, c'est assez nombreux. Vous parliez de ces églises protestantes, quelles sont-elles en fait sur place? Il y a à peu près toutes les obédiences. Il y a des missionnaires qui viennent d'un peu tous les coins d'Afrique, d'Amérique. Il y a un peu toutes les églises. Aujourd'hui, ce sont eux qui mènent l'évangélisation au Tchad? L'évangélisation en tant que telle, oui. Enfin, c'est-à-dire que l'Église catholique est beaucoup plus assise et son travail est un travail essentiellement axé sur la présence. Et il n'y a pas de volonté de conversion, notamment dans l'Est où la population est musulmane. On ne cherche pas à convertir les musulmans, on cherche à vivre avec, à faire entendre notre manière de vivre, de penser, de croire. Mais il n'y a pas de volonté de conversion, ce qui n'est pas forcément toujours le cas chez certaines églises protestantes. On peut parler de secte? On peut parler de secte, disons qu'il y a une certaine agressivité qui est un peu dommageable en tout cas pour l'ensemble des églises chrétiennes. Alors le Tchad est l'un des pays les plus pauvres du monde. Quel est le rôle de l'Église et des catholiques dans le développement du pays? C'est à la fois assez varié parce que la population du Sud est beaucoup plus chrétienne et notamment catholique, donc c'est plus facile d'avoir une action locale. À l'Est, donc la partie que je connais le mieux et dont je peux parler vraiment le plus, il y a une action en matière de santé, en matière d'éducation. Les principales écoles sont tenues par des catholiques. Sont sous l'égide de communautés religieuses, soit de femmes, soit des prêtres qui vont donner des cours. Donc voilà, il y a une grosse action en matière d'éducation et qui se ressent aujourd'hui parce que par exemple à Abéché, la grande partie des autorités locales ont été formées par des prêtres.
Donc aujourd'hui, leurs relations, bien qu'étant musulmanes, sont très bonnes avec l'Église catholique. Et l'Église a une influence sur le plan politique. On sait que c'est un petit peu compliqué au Tchad, il y a des coups d'État, c'est pas toujours très stable sur ce terrain-là. Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit régulièrement ce qu'elle pense, c'est-à-dire qu'avec beaucoup de courage, les évêques du Tchad émettent un message chaque année où ils prennent un certain nombre de risques, enfin à faire part de leur message, de leur position et la position de l'Église par rapport à la situation du Tchad, par rapport à un certain nombre de dossiers chauds comme effectivement la présence de rebelles, comme la corruption, comme le souci d'égalité qu'ils cherchent à faire valoir. Et donc son influence directe, c'est difficile à dire et bon. Faut être honnête, c'est difficile aussi de mesurer une réelle influence, mais en tout cas la présence est assurée et le message est entendu. Comment elle a vécu les récents combats dont on a beaucoup parlé au Tchad entre l'armée du président Déby, le président en place, et les rebelles ? C'est un peu difficile pour moi d'en parler de loin parce que je suis rentré il y a un certain temps, mais ne serait-ce que géographiquement, en fait, la cathédrale fait face directement à la présidence, donc les combats sont forcément autour de la cathédrale, donc il y a toujours... c'est un lieu qui est très marqué par l'histoire et par les guerres. Quand on voit des images de la cathédrale il y a 50 ans et aujourd'hui, tout le toit a été démoli. C'était un monument assez imposant qui est maintenant beaucoup plus modeste. Donc il y a forcément un impact de l'instabilité et des affrontements sur l'Église catholique. Situation en tout cas bien sûr qui inquiète le Vatican. Benoît XVI a exprimé son inquiétude pour les populations. On l'écoute, c'était au début du mois de février, au plus fort de la crise. Bouleversés par des affrontements qui ont causé de nombreuses victimes parmi les civils de la capitale. Je confie à votre prière, à votre solidarité ces frères et sœurs qui souffrent, demandant que leur soit épargnée d'autres violences et que soit assurée la nécessaire assistance humanitaire. Et j'adresse un appel afin que les armes soient déposées et que l'on trouve le chemin du dialogue et de la réconciliation. Ce type de discours du pape est entendu par les Tchadiens. Est-ce qu'on parle du pape au Tchad ? On parle du pape au Tchad, bien sûr, et la volonté des évêques et de tous les membres du clergé, c'est évidemment de relayer le message du pape, de se faire un écho de ce qui se dit au Vatican et de manière générale dans le monde chrétien. Maintenant, le président est musulman, son prédécesseur était musulman, et il y a quand même une oreille plus attentive à l'islam qu'aux autorités catholiques. Présence, on a beaucoup parlé d'une présence et d'une influence de l'armée française au Tchad. Est-ce qu'il y a des liens entre l'armée et l'Église catholique ? Peut-être un lien un peu plus naturel ? C'est-à-dire, il y a un lien surtout entre les missionnaires qui sont français pour beaucoup et l'armée qui est française. Donc, par voie de conséquence, il y a des relations qui se créent. Et puis l'armée française rend quand même énormément de services, notamment à l'est du Tchad, où les transports sont difficiles, où la sécurité est parfois assurée par eux. Donc, la présence permanente du prêtre à Abéché et la présence permanente de ces militaires crée des liens, forcément. Alors, on l'aura compris, le Tchad est situé dans une zone géographique très instable, à l'est de sa frontière, le Darfour, une région soudanaise en proie à une très grave guerre civile depuis plusieurs années. Explication en images. Peu de gens ne sont pas informés du conflit en cours au Darfour et de l'inaptitude de la communauté internationale à y mettre fin. Malgré cela, la communauté Sant'Egidio, une organisation de catholiques laïcs basée à Rome, n'a pas abandonné sa lutte en vue d'établir une paix durable dans la région. Nous avons essayé de réunir toutes les parties autour de la même table. Nous avons travaillé surtout du côté des mouvements rebelles afin de leur donner la capacité de participer aux discussions pour la paix. Avec de plus en plus de divisions au sein des mouvements rebelles qui font la guerre au gouvernement soudanais depuis 2003, cette tâche semble presque impossible. Cependant, la communauté Sant'Egidio obtient généralement de bons résultats. Cela a été le cas au Mozambique dans les années 90 où elle a mis fin à 16 ans de guerre civile. Plus récemment, elle a joué un rôle clé dans la cessation de la guerre qui durait depuis 20 ans dans le nord de l'Ouganda. Chelso dit que le conflit du Darfour est plus complexe que les autres sur lesquels il a travaillé jusque-là. Mais il reste positif et souligne le fait que beaucoup de chrétiens essaient de ramener la paix à ce qui est d'abord un conflit musulman.
Ils comprennent que nous n'avons aucun intérêt à part la paix qui nous donne de la crédibilité. Mais Sant'Egidio ne peut pas imposer sa solution. La paix dépend des pays qui ont un intérêt dans la région et des factions qui luttent pour la contrôler. Voilà pour ce reportage en clin d'œil à la communauté Sant'Egidio qui fête ses 60 ans cette année. Qu'est-ce que vous pensez de ce que dit ce représentant de la communauté Sant'Egidio ? Je crois que toutes les initiatives pour essayer de contribuer à la paix dans cette zone sont bonnes à prendre. Maintenant, c'est certainement difficile, et notamment pour des catholiques qui se revendiquent comme tels, d'apporter une solution pour un conflit réellement entre musulmans. Et c'est un conflit entre musulmans. C'est un conflit entre musulmans pour des motifs qui ne sont pas spécifiquement religieux, mais la légitimité des catholiques est peut-être difficile à trouver. Quel est le rôle et les responsabilités du Tchad dans ce qui se passe dans cette région voisine du Soudan, cette région du Darfour ? Le rôle, il tient essentiellement à la proximité géographique qui permet aux rebelles soudanais de venir se réfugier au Tchad. Et inversement, d'ailleurs, les rebelles tchadiens, donc ceux dont on a entendu parler il y a très peu de temps, sont eux réfugiés au Soudan. Et puis il y a un soutien de chacun des deux gouvernements aux rebelles du pays adverse, un soutien militaire, un soutien logistique. Donc il y a une implication, tous ces deux conflits sont mêlés étroitement. Alors, vous parliez de ces camps de réfugiés, on va en voir quelques images. Qu'est-ce qui se passe dans ces camps ? En fait, ce sont des réfugiés soudanais qui viennent s'installer au Tchad dans ces camps pour fuir les combats. Depuis le début de la crise, en fait, depuis 2004, il y a une douzaine de camps de réfugiés. Donc réfugiés, c'est qui ont traversé une frontière. Donc des réfugiés du Soudan qui sont venus au Tchad, une douzaine de camps pour à peu près 250 000 personnes qui donc sont organisés aujourd'hui. C'est des camps ouverts, donc il n'y a pas de clôture, les gens peuvent aller et venir, mais ils sont entre Soudanais, avec toute une logistique, avec toute une organisation qui est apportée par les organisations humanitaires à destination de ces Soudanais. Quelles sont les conditions de vie dans ces camps ? Elles sont extrêmement difficiles. Il faut voir qu'un camp, on va dire un camp moyen qui tourne entre 10 et 15 000 personnes, représente grosso modo 5 ou 6 fois le plus gros village à proximité. Ah oui. Donc en termes d'accès à l'eau, d'accès à la nourriture, d'accès au pâturage, parce que les gens sont venus, ils ont quitté le Soudan avec leur bétail, avec le maximum qu'ils pouvaient emporter, c'est-à-dire souvent pas grand-chose, mais donc il y a très peu de pâturage, il y a l'eau, c'est difficile, le bois c'est un problème majeur, parce que évidemment tout se fait avec le feu, enfin on se chauffe, on s'alimente avec le feu de bois. Donc sur une zone qui est déjà semi-désertique, où les populations locales ont du mal à vivre, quand on rajoute 5 ou 6 fois plus que la capacité naturelle d'accueil, les conditions sont extrêmement arides. Ça se passe bien entre les populations locales et ces réfugiés soudanais ? À l'origine, ça se passait bien parce que les tribus sont partagées sur la frontière. Donc généralement, c'était des frères de tribus qui venaient du côté soudanais vers le Tchad. Et puis la masse est arrivée vraiment de manière excessive, ce qui fait que le relais de l'accueil par les populations tchadiennes a été pris par le HCR, et donc les organisations humanitaires, qui ont regroupé les populations soudanaises dans des camps, et qui leur ont, par souci d'assistance, attribué un certain nombre de critères d'accueil, c'est-à-dire accès à l'eau potable, accès au bois en quantité suffisante pour pouvoir faire la nourriture, accès aux tentes et à toutes les capacités de logement minimum, ce qui n'est pas le cas dans les villages à côté. Donc forcément, il y a des tensions qui se créent, parce que dans un village, on est obligé de creuser avec les moyens du bord pour faire un puits. Dans un camp de réfugiés, on donne l'accès à l'eau potable à 10 ou 12 litres d'eau par jour, ce qui est un décalage énorme par rapport à la population d'à côté. Ce sont les ONG en fait qui gèrent ce camp. Comment ça se passe ? Les 12 camps sont gérés sous la responsabilité du HCR par des ONG locales ou internationales à qui le HCR attribue la responsabilité d'un camp. Donc le camp intervient une ONG intervient sur la gestion globale et est ensuite assistée par d'autres ONG pour des points précis, la santé, l'éducation, l'accès à l'eau. Dont des ONG, voilà, on voit des images pour l'accès à l'eau justement, des ONG catholiques notamment ? Dont des ONG catholiques, dont notamment le Secours catholique tchadien qui s'appelle le CECADEF, qui gère 3 des 12 camps en fait. Donc c'est le Secours catholique local ? Exactement. Ça, c'est une particularité ?
Les secours catholiques, le réseau Caritas, c'est un réseau avec des antennes dans plus de 160 pays. Donc chaque pays a une structure locale. Et en l'occurrence, le Tchad a vu le CKDF se créer il y a à peu près entre 20 et 25 ans. Et donc était présent plutôt sur du développement en fait depuis la création. Il a été créé à un moment où il y avait d'autres conflits, donc il a été créé dans l'urgence, mais il s'est développé sur l'assistance aux populations locales, le développement de l'eau, du pâturage, du bétail. Donc il est très bien implanté dans la population locale. Très implanté, notamment à l'Est en fait. Il a une présence ancestrale dans cette zone-là. Donc bien avant les conflits en fait du Darfour, le conflit dont on parle aujourd'hui, voilà. Il y a d'autres ONG catholiques qui sont sur place et qui travaillent aux côtés du Secours catholique? Bien sûr, oui. Alors d'abord, il y a tout le réseau Caritas qui vient assister le Secours catholique, mais il y a également, là on voit des images liées à l'éducation, c'est JRS, le service jésuite des réfugiés, qui s'occupe de toute la question de l'éducation dans les camps sur la demande du HCR. Donc voilà, puis il y en a encore... Pour des populations musulmanes? Pour des populations musulmanes, bien sûr. En fait, les camps ne sont donc habités que par des Soudanais. Qui sont musulmans. Et les Soudanais ne sont que musulmans. Ouais. Et ça se passe bien? Ça se passe très bien, oui. D'abord parce que sur la question de l'éducation, par exemple, tout le travail et tout le programme scolaire est calqué sur le programme soudanais. Donc tout est fait pour que les gens se sentent comme chez eux. L'idée, c'est qu'ils sont réfugiés aujourd'hui, mais destinés à retourner dans leur pays demain. C'est difficile de l'imaginer vu les conditions actuelles, c'est difficile d'imaginer le terme. Enfin, c'est quand même dans cette optique-là qu'on travaille sur place. Et donc, évidemment, on leur donne une éducation telle qu'ils auraient chez eux. Et quelle est la patte chrétienne de ces ONG qui travaillent sur le terrain, comme le Secours catholique, et en quoi elle se différencie des autres? Est-ce qu'on la voit, cette patte? Disons que de manière générale, c'est un peu à l'image de la présence de l'Église dans cette zone musulmane, c'est qu'on la voit parce que les gens ne se cachent pas de leur foi, ni de leur originalité catholique, mais il n'y a pas de prosélytisme. Et dans le travail qui est fait à destination des réfugiés, à destination des populations locales, est fait sans discernement de foi ni d'appartenance à une quelconque religion. Parce qu'il y a une affaire qui a fait beaucoup de bruit au Tchad, j'imagine, mais également en France, c'est cette fameuse affaire de l'Arche de Zoé. Ils étaient basés à Abéché, on va voir quelques images de cette ville, donc de l'est du Tchad. Comment vous analysez ce qui s'est passé avec l'Arche de Zoé, de cette dérive humanitaire? Est-ce qu'on peut parler d'une dérive humanitaire? Je pense que l'Arche de Zoé, c'est caractéristique, en tout cas, d'un dysfonctionnement. Après, est-ce que c'est une dérive? Ça voudrait dire qu'il y a beaucoup d'autres qui sont dans cette voie-là. Je suis pas sûr. Enfin, j'espère pas. La difficulté, c'est qu'à Béché, c'est à peu près une cinquantaine au minimum d'ONG qui interviennent aujourd'hui. En 5 ans, il y a eu plus d'une cinquantaine d'ONG qui sont arrivées sur place, ce qui veut dire que... Une cinquantaine? Ouais. C'est énorme. Ce qui veut dire que, comme il n'y a pas un organe central de surveillance, le HCR fait un travail... les instances onusiennes font un travail de coordination, mais ne peuvent pas avoir un regard permanent sur l'activité de chacune. Donc, arrive qui veut. On essaye d'avoir un peu de surveillance, un petit peu de coordination, mais les dérives dans ce style sont possibles, à moins qu'il y ait vraiment un contrôle permanent. Mais ça, c'est difficile, surtout dans cette zone en fait, qui est très mouvante, où chacun fait un petit peu dans son coin. Comment ça se passe? Parce qu'il y a beaucoup d'humanitaires sur le terrain dans cette zone. Comment ça se passe, les relations? Il y a un microcosme de l'humanitaire sur place? Forcément, oui, parce que Abéché, c'est certes la plus grosse ville de l'Est du Tchad, mais ça reste une ville typiquement tchadienne et avec un niveau d'infrastructure et qu'on imagine difficilement vu d'ici. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, à part le tarmac de l'aéroport, il n'y a pas un centimètre de route bitumée pour une ville de 100 000 habitants. Oui. En termes d'infrastructure d'hébergement, c'est pareil, c'est très, très limité. Donc il y a eu, depuis 5-6 ans, il y a eu une intensification des constructions, de l'arrivée de voitures 4x4, etc. Donc forcément, il y a les Tchadiens, les Abéchois, et puis il y a le monde humanitaire qui vivent. Les Tchadiens vivent dans des maisons très sommaires. Les humanitaires, pour des raisons évidentes de sécurité, etc., vivent dans des maisons avec des murs de 3-4 mètres et des barbelés. Et ça crée deux mondes? C'est difficile de mélanger ces deux mondes, ouais, parce qu'il y a aussi un problème de langue. Voir que le Tchad est à la fois partagé entre français et arabe, mais dans la partie est, les gens, sauf ceux qui ont reçu une éducation poussée,
ne parlent qu'arabe. Donc forcément, la difficulté, c'est d'arriver à mélanger... Quelle est la place de l'Église dans cette zone sensible d'Abéché ? Alors c'est une place historique, c'est depuis de nombreuses années l'Église catholique d'Abéché est présente et surtout est reconnue comme étant un ferment du ciment social local, avec un travail à la fois donc au niveau religieux, l'accueil de à la fois les expatriés mais également les gens du Sud, les fonctionnaires qui viennent travailler dans cette partie est du Tchad. Avec des églises qui sont pleines, on le voit sur cette image. Alors c'est pas des églises, c'est une église. C'est une église. C'est vraiment la particularité, c'est qu'il y a une église pour une région qui est grande comme la moitié de la France, on va dire, mais avec 80 communautés qui sont réparties sur une zone de 1500 km de haut. C'est un diocèse ? Non, c'est une paroisse. C'est une paroisse, c'est ça qui fait la moitié du diocèse de Montgo. Ouais. Donc c'est une église avec évidemment et d'autant plus depuis l'arrivée des humanitaires, on va dire, qui fait plein tous les dimanches. Ouais. Pas facile pour le prêtre de faire la navette. Comment ça se passe? C'est le prêtre. Ouais, c'est le prêtre. Voilà, il y a une paroisse et un prêtre. Pour le moment, il est tout seul. L'idée, c'est d'arriver à terme à avoir peut-être une communauté un peu plus conséquente de 2-3 prêtres. Parce qu'il faut évidemment gérer la communauté d'Abéché, qui est la plus grosse, mais ensuite il y a les 80 petites communautés locales qui vivent toute l'année en l'absence de prêtre. Alors il fait une tournée de temps en temps. Il faut voir que là c'est un prêtre remarquable, c'est un jésuite qui a un peu plus de 70 ans, qui vit au Tchad depuis 40 ans, donc qui est imprégné de Tchad, qui est tchadien plus que français aujourd'hui. Hein. Mais c'est difficile. C'est difficile à son âge et puis avec les moyens de locomotion qu'il a, c'est-à-dire c'est pas en avion, c'est quand il monte dans le nord, donc la paroisse la plus au nord, enfin pas la paroisse, la communauté la plus au nord, elle est à 600 km, 600 km de piste. Donc voilà, ça fait des tournées de 5-6 jours pour visiter des petites communautés, mais qui sont des communautés très vivantes. Ça, c'est une des particularités de cette église, c'est que beaucoup de militaires en fait viennent du sud et sont envoyés dans des garnisons sur la frontière au nord ou dans toute cette zone en fait de la paroisse d'Abéché. Et elles se régénèrent toutes seules, elles s'alimentent. Et quand le prêtre passe, c'est leur dimanche annuel, mais c'est le point d'orgue de l'année. Abéché est beaucoup revenu, hein, le nom de cette ville d'Abéché dans l'actualité ces derniers temps. Comment se passe le traitement médiatique? Parce que beaucoup de journalistes arrivent dans cette ville, notamment pour aller au Darfour. Comment ça se passe? Il y a aussi une communauté de journalistes qui arrive régulièrement sur place? Alors, certainement, il y a eu une communauté de journalistes au moment de l'affaire de l'Arche de Zoé. Moi, j'y étais plus, donc j'ai vu plutôt la période avant, c'est-à-dire le traitement, on va dire, quotidien de l'actualité de cette zone qu'on confond un petit peu Darfour-Tchad, on ne sait pas trop. Donc il y a effectivement des journalistes qui viennent, alors pas pour aller au Darfour parce que la frontière est fermée. D'accord. Les rares qui ont essayé l'ont fait, mais se sont fait arrêter côté soudanais et c'est jamais très bon. Donc il y a un traitement du problème du Darfour parce que c'est le plus médiatique, vu du Tchad, et ce qui souvent fait qu'on oublie un petit peu le Tchad. En fait, on vient à Abéché parce que c'est le point d'accès le plus facile pour parler du Darfour, mais on oublie que le Tchad est un pays à part entière avec des problèmes propres et on néglige un petit peu d'évoquer cet aspect, et ce qui est quand même pas neutre, puisque les problèmes sont liés. Et donc on peut parler du Darfour, mais on peut aussi parler du Tchad. Beaucoup de journalistes vous ont posé des questions sur les catholiques ou la religion au Tchad en général. Est-ce qu'on s'intéresse à ce pendant du pays? Je pense qu'on s'y intéresse plus si on est dans la partie sud, ou la partie de N'Djamena. À l'est, il y a moins de questions qui se posent parce qu'on est dans une zone à 99% musulmane. Donc la question qui peut revenir, c'est quel est l'impact de l'islam sur la vie locale. Et on voit très bien la différence quand même entre le Darfour, donc le Soudan voisin, et le Tchad. Il y a un pays laïque et puis il y a un pays où l'islam est la religion d'État. Merci Thibaut Maillot. En tout cas, vous avez parlé de ces catholiques et cette religion au Tchad. Vous avez signé un dossier passionnant sur cette église du Tchad dans la revue Peuple du Monde. Numéro disponible en contactant la rédaction à l'adresse suivante. C'est à Paris, 8 rue François Villon, 75 015, Paris. Et puis également ce numéro de téléphone qui s'affiche sur vos écrans. Une petite question, Peuple du Monde. Il nous reste 20 secondes. Qu'est-ce que c'est?
Peuple du Monde, c'est la revue de la mission catholique française. Donc en fait, c'est un certain nombre de familles missionnaires catholiques qui sont rassemblées dans un magazine et qui, tous les mois, abordent un certain nombre de problématiques de mission. Donc aussi bien en France que surtout, il y a un dossier central chaque mois sur un pays. Merci encore Thibaut Maillot. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau voyage à travers les églises du monde. Très bonne semaine à tous.